Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast, nouvel épisode de la rubrique Encart technique, et nous continuons de parler de l'interne de vos répliques AEG. Je suis toujours accompagné de Kurma et de Béton, et Kurma va continuer à nous faire sa petite liste des pièces qu'il recommande sur toute la partie électronique. Cette partie va comprendre les batteries, les moteurs, les MOSFET et enfin la fameuse gearbox. Kurma, c'est à toi. Alors, donc finalement, on va aborder tout le reste de la gearbox, vu qu'on a fait la partie pneumatique la dernière fois. Donc, je vais commencer par quelque chose qui n'est pas électronique pour le coup, je vais commencer par les gears, donc les engrenages, pour les gens qui n'aiment pas l'anglais. Donc les engrenages, c'est quelque chose de très très important, parce que c'est quelque chose qui a tendance à souvent casser, notamment sur des répliques d'origine. Il y a pas mal de fabricants qui sont pas au point avec les gears. Je pense VFC, il y a beaucoup de mal à faire des gears convenables qui cassent souvent très vite. C'est souvent ça qui casse dans une VFC, mais c'est pas les seuls, hein, globalement. Où vous pouvez y aller les yeux fermés au niveau des gears, c'est GG. Les gears GG sont incassables. Des répliques modernes, hein, pas des anciennes. Et toutes les marques chinoises qui utilisent des gears SHS, je pense notamment au Sima Platinum. C'est des gears SHS, honnêtement, c'est la même chose, c'est le même poids, c'est le même traitement de surface. On a vu aussi des gears comme ça chez les nouvelles répliques AEK. Quand c'est du SHS ou du GG, honnêtement, vous n'avez pas de problème. Ce qu'il faut comprendre sur les gears, c'est les ratios. Souvent, quand vous allez sur votre site et que vous allez acheter, vous voyez des chiffres barbares et marqué ratio à côté, ultra high speed, high torque, machin. Alors, les ratios, c'est simple. Le gear qui va entraîner votre piston, ça s'appelle le sector gear. Donc, le sector gear, c'est lui qui va donner la cadence, la vitesse à votre réplique. Sauf que, il a deux autres gears au cul qui lui donnent sa vitesse. Et cette vitesse-là, elle est déterminée en général par un ratio. Je prends le ratio de base, c'est 18 pour 1. Ça veut dire que pour 18 tours de moteur, 18 tours du premier gear, donc le bevel gear, celui qui est en contact avec le moteur, pour 18 tours de ce gear-là, le sector, celui qui entraîne le piston, va en faire 1. Plus vous prenez des chiffres qui sont bas, donc par exemple vous prenez ceux qui sont appelés high speed, ils sont en 13-1. 13-1, ça veut dire que pour 13 tours de moteur, votre gear va en faire 1. Plus vous descendez, plus ça va vite. On a même vu du 12 ou du 10, il me semble, hein. J'ai vu du 10 il y a pas longtemps, ouais. Ah ouais. Ça va dépoter, hein. Ça doit être quelque chose. À l'inverse, vous avez certains ratios qui sont en 21, 22-1, etc. Ceux-là, ils vont faire moins de tours. Par contre, ils vont tirer moins fort sur la mécanique, tout simplement parce que plus le ratio est bas, plus ça va être compliqué. C'est exactement le même principe qu'une chaîne de vélo. Plus vous allez monter, plus ça va être facile. Plus vous allez descendre, plus ça va vous donner de la vitesse, mais ça va être dur. Donc, si vous vous faites une config avec un très gros ressort, je conseille de ne pas descendre en dessous de 16.1. Maintenant, il y a des gears très très solides comme les SHS. Honnêtement, 16.1, vous pouvez tirer des ressorts qui sont assez balèzes et qui, pour les puissances qu'on a chez nous, je pense qu'il n'y a aucune réplique qui nécessite vraiment au-dessus de 16.1, à part sur des montages vraiment de fou furieux avec des cadences abominables. Ensuite, si vous faites un petit SMG, un truc comme ça, réplique un peu courte, vous pouvez partir sur du 13.1. Si vous êtes par exemple à 1 joule 2, 1 joule 3, 13.1, voire 12.1, la plupart des marques de pièces les encaissent sans souci. À part Big Dragon, ne prenez jamais des gears Big Dragon. Si je peux faire un encart sur les 12.1, je sais que certains MOSFET intelligents ont du mal avec les 12.1, peuvent pas les traiter. Oui, c'est vrai que généralement, sur le Titan par exemple, alors je sais pas depuis les mises à jour ou pas, les ratios descendent que jusqu'à 13.1, il me semble. Voilà. Donc les gears, moi je conseille SHS. Honnêtement, c'est le meilleur rapport qualité-prix que vous pouvez avoir. J'ai jamais vu un gear SHS cassé. C'est déjà arrivé, hein, c'est sûr. Une erreur de montage, un gear mal usiné, ça peut arriver. Hein, c'est la faute à pas de chance, comme on dit, mais ça peut arriver. Mais honnêtement, les gears SHS, ça fait très longtemps que j'en utilise. Aucun souci. Les gears Sima Platinum aussi, qui ont des gears qui sont ce qu'on appelle short stroke, c'est-à-dire qu'ils ont des dents enlevées. Pareil, extrêmement solides. Les gears GG sont incassables sur les derniers modèles, ceux qui ont un traitement de noir. J'ai parlé de short stroke. Alors, le short stroke, qu'est-ce que c'est? C'est enlever des dents sur son sector gear et sur son piston, à part si on est flemmard, parce qu'honnêtement, ça sert à rien de les enlever en soi, c'est juste pour gagner du poids. Et réduire la course de votre piston pour gagner en réactivité et éviter le rattrapage du piston sur certaines répliques qui tirent très très vite, sur des mécaniques assez extrêmes. Parfois, on a ce phénomène de rattrapage du piston, c'est quand le sector gear tourne tellement vite qu'il rattrape le piston avant que le piston ait fini de revenir à zéro. Ces moteurs très très coupleux qui ont tendance à faire ce qu'on appelle du pré-cocking, mais involontaire, c'est-à-dire à continuer leur course et à réarmer un petit peu le piston. Faire du short stroke, ça évite tout ça. Ça veut dire que vous réduisez votre compression, vous réduisez votre volume d'air, vous réduisez la course de votre piston, vous augmentez la taille du ressort pour que ça garde une puissance équivalente. Vous pouvez aller regarder sur YouTube, il y a énormément de tutos par rapport à ça. Le short stroking, c'est magique, faites-le. Alors, il faut toujours commencer par ce qu'on appelle les pick-up, donc les premières dents, celles qui vont attraper le piston et pas celles qui vont relâcher le piston. Il faut toujours commencer par les pick-up.
Si vous enlevez une dent, vous enlevez une dent sur le pick-up. Si vous enlevez 2 dents, vous enlevez 2 dents sur le pick-up. Si vous enlevez 3 dents, vous faites 2 sur le pick-up, une sur le côté qui relâche le piston, et ainsi de suite. Si vous enlevez 4 dents, vous faites du coup les 2 premières sur le pick-up, la dernière sur le release, et la 4e sur le pick-up. Et après, arrêtez-vous. Ne coupez pas toutes les dents, sinon ça sert à rien. Il y a un moment où il faut s'arrêter. Si vous arrêtez pas, faites un DSG, ça ira plus vite. Ou un TSG. Ou un TSG, c'est vrai que j'ai vu ça, un triple sector gear. Alors, petit aparté, figure-toi que quelqu'un a fabriqué un QSG. Alors, si on veut donner peut-être des précisions aux auditeurs qui nous écoutent, Et surtout à l'autre présentateur qui ne comprend rien à tous ces acronymes. le sector gear, pour ceux qui voient, c'est l'engrenage qui a une moitié de dents et une moitié sans dents. Ce qui fait que la moitié avec les dents entraîne le piston, et quand il n'y a plus de dents, le piston est relâché, ça laisse partir le ressort, ça laisse partir l'air, et après on repart sur des cycles comme ça. Sur des DSG, vous avez un quart avec des dents, un quart sans dents, un quart avec des dents, un quart sans dents, qui fait que les cycles sont 2 fois plus rapides. C'est mécanique. Donc en fait, vous avez 2 fois plus de cycles, mais ils sont 2 fois plus courts. Donc par exemple, faire un DSG sur des canons longs, c'est compliqué. Et il faut compenser avec un ressort plus fort. Il faut un ressort plus fort parce que vous allez le compresser qu'à moitié. Il existe des builds. On parle pas de mécanique de précision, on est au-delà là. Enfin là, on est sur des TSG. Je pense que il y en a 100 mecs dans le monde qui ont des builds en TSG, honnêtement. Ouais. Au lieu d'avoir 2 sections en dents, 2 sections sans dents, il y a 3 sections avec des dents, 3 sections sans dents. Donc déjà là, c'est complètement débile. Mais il y a quelqu'un qui a fabriqué un gear en QSG. Alors personne n'a jamais fait de build en QSG encore. Si vous êtes chaud, allez-y, lancez-vous. On vous regarde. On vous regarde, mais je pense que là, ça devient du délire. Du coup, il y a un gros délire au niveau des DSG, TSG, QSG. Il y a des gens qui s'amusent. J'aimerais bien voir ce que ça donne en vrai. Oh putain. Alors, les engrenages, ils sont tenus dans la gearbox par ce qu'on appelle soit des bushings, soit des bearings. Alors, les bearings, c'est des roulements à billes, c'est le nom anglais pour dire roulement à billes. Bushing, c'est comme un roulement à billes, mais il n'y a pas de billes, il n'y a pas de roulement, c'est une rondelle dure. Personnellement, je suis un grand fan des bushings, pas des bearings. Les roulements à billes, c'est rigolo, ça tourne bien, il y a très peu de frottement, ça fait pas de bruit, mais ça casse. Un bushing, honnêtement, moi je vois pas trop la différence. Quand on monte ça bien, quand les engrenages sont bien calés dans la gearbox, ça fait pas plus de bruit, ça fait pas beaucoup plus de friction, mais ça casse pas. J'ai parlé de calage. Le calage, c'est très important et je vais vraiment pas m'étaler sur le calage. Allez regarder sur YouTube. On pourra vous passer d'ailleurs la vidéo de membre du kart qui s'appelle Elbridos qui a fait une vidéo très intéressante sur le calage. Elle est bien expliquée, tout ce qu'il montre est très juste, donc allez voir des vidéos sur le calage. Tout ça, c'est entraîné par un moteur. Le moteur, c'est une pièce qui est très importante. Le moteur, moi je conseille dans tous les cas, même si vous faites ce qu'on appelle un build high speed, de prendre un moteur high torque. Un moteur high torque, c'est un moteur qui va avoir beaucoup de puissance, beaucoup de couple. Si vous voyez ce que c'est le couple sur le moteur d'une voiture, par exemple, mettons on vous met dans une pente très très raide, si votre voiture a très peu de couple, elle va galérer, si elle a beaucoup de couple, elle va y aller sans souci. Là, c'est pareil. Les moteurs high torque, l'avantage qu'ils ont, c'est que si vous mettez des pièces à l'intérieur qui ont beaucoup de contraintes, il va les tirer comme si de rien n'était. Du coup, vous allez avoir l'impression d'avoir énormément de vitesse, tout simplement parce que le moteur ne va pas forcer. Là où un moteur high speed, c'est plus spécifique. Il y a des builds qui se font avec des moteurs high speed, mais le high speed, c'est plus spécifique dans le sens où ça va beaucoup plus souffrir de la traction de la mécanique. Par contre, une fois que c'est lancé, ça va très très vite. Je sais que le full auto en France, en tout cas dans la région, c'est assez minoritaire. Il y a peu d'assauts qui jouent vraiment en full auto. Mais ça peut être intéressant sur des batteuses d'avoir un moteur high speed qui va envoyer une bonne sauce. Mais je recommande quand même. On a tendance en ce moment à monter les puissances des batteuses. Et du coup, malgré tout, un moteur high torque est quand même mieux. Je pense qu'il y a des vidéos de Chef Pampan qui en parlent, qui sont très bonnes là-dessus. Même si vous voulez faire du high speed, des fois, il vaut quand même mieux mettre un high torque. Surtout que plus on descend le ratio de ces engrenages, plus ça tire sur la mécanique, comme on l'a expliqué juste avant. Du coup, le moteur high torque, c'est vraiment la bonne solution. Alors, c'est simple, j'ai une recommandation unique pour les moteurs. C'est le SHS high torque. Évidemment. Vous ne pouvez pas vous tromper en prenant un SHS high torque. C'est un moteur qui est extrêmement coupleux, qui est fiable. Honnêtement, j'en ai jamais fumé un. Mais alors, jamais de ma vie, j'ai fumé un SHS high torque. C'est pas excessivement cher. Pour moins de 40 €, on peut encore les trouver. Globalement, c'est assez facile à trouver en France. Ils sont en stock un peu partout. Je recommande très fortement. Ensuite, l'autre recommandation que je peux avoir, si on part dans le domaine du brushless. Alors, le brushless, c'est un monde à part. Le brushless, c'est des moteurs qui sont très très chers et qui ont un fonctionnement différent. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il n'y a pas de balai et de charbon. Oui, dans un moteur, il y a des balais et du charbon. C'est des pièces qui sont tout le temps en contact lorsque le moteur tourne et qui du coup sont sujets à l'usure, tout simplement. Là où un moteur brushless n'aura pas ça. Un moteur brushless est beaucoup moins sujet à l'usure et a généralement une consommation très 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 basse comparée aux moteurs classiques. Moi, je peux conseiller la marque qui s'appelle Warhead. C'est des moteurs qui sont très chers, on va pas se mentir, mais c'est des moteurs vraiment
performant. C'est incroyable. C'est vraiment le jour et la nuit par rapport à des moteurs classiques. Je vais ajouter une nuance là-dessus, c'est que c'est vraiment impressionnant, c'est vraiment chouette, ça consomme que dalle, mais est-ce qu'il y en a vraiment besoin? Pas vraiment. C'est possible de monter une réplique avec un SHSI torque et une puissance convenable et d'avoir quasiment les mêmes perfs de tir, la même cadence qu'une réplique avec un brushless. Et ouais, mais moi, j'ai toutes les meilleures pièces, mec. Voilà! Eh oui, Si vous avez 150 € à balancer dans un brushless, faites-le. Mais je trouve que c'est un peu overkill. je dis ça alors que je suis en train de faire un build pour une RPK 16 avec un Warhead. Hein. C'est quelque chose d'impressionnant et qui fonctionne extrêmement bien. Et si vous êtes ce genre de joueur qui aime bien faire une OP 1000 sim sur un week-end, voire plus, et pas devoir changer de batterie chaque demi-journée, prenez un brushless. Les brushless, ça ne consomme rien comparé à un moteur classique. Ce qui nous envoie sur l'autre partie électronique, hein, donc le contacteur, les fils et éventuellement le MOSFET. Alors, un truc qu'on va écarter très très vite, les fusibles. Les fusibles, honnêtement, à l'époque actuelle, c'est pas très utile. Les fusibles, ça va être utile que dans un seul cas de figure, c'est si votre câblage est abîmé et qu'il y a un faux contact dans votre gearbox. C'est votre fusible qui va prendre et pas votre batterie. C'est le seul moment où, à l'heure actuelle, un fusible est utile. Maintenant, nos moteurs sont très performants, nos batteries sont nickel, il n'y a plus nécessairement besoin d'un fusible comme vous pouvez avoir besoin avant, si tant est que votre gearbox est correctement monté. Donc, les contacteurs classiques, contre toute attente, moi je les aime bien. C'est con, mais un contacteur classique type Marui, le feeling de la détente est plutôt ok, je trouve. On a tendance à avoir oublié à quoi ça ressemble le feeling d'une détente classique. Il y a une autre alternative, c'est les micro-switch, comme par exemple dans les répliques Arcturus ou les gearbox ATM. C'est sympa aussi, on a un feeling qui est rigolo. C'est pas super réaliste, mais c'est rigolo. Tout ça, c'est des contacteurs tout à fait classiques qui vont très très bien, notamment avec des moteurs brushless. Parce que les moteurs brushless et les MOSFET, c'est un peu capricieux. Ça se fait, mais c'est capricieux. Et du coup, les contacteurs classiques, moi je trouve que c'est quelque chose qui est tout à fait utilisable même à l'heure actuelle. Juste, je préconise quand même d'éviter les batteries 11 volts 1, tout simplement parce que plus vous avez de voltage dans votre contacteur, plus il a tendance à s'encrasser. En clair, à chaque fois qu'il y a des arcs électriques, ça dépose des brûlures sur les contacteurs. Et il se peut que, à force d'utiliser votre réplique, votre contacteur s'encrasse, hein, le contact se fasse moins bien, voire c'est possible de griller les micro-switches comme ça. Donc quand vous avez un contacteur classique, moi je recommande l'utilisation d'une batterie 7.4 ou si vous êtes encore en NiMH, 8 volts 4. Est-ce qu'on leur autorise une Life 9.9 9.9, ça commence à être déjà assez énervé. Après, ça va pas griller votre contacteur à la première partie, ça c'est sûr. C'est juste, si vous aimez pas démonter votre réplique et que vous avez envie de la garder pendant 10 ans, évitez les 11.1 pour pas salir votre contacteur. Si vous sentez d'attaque ou si vous avez acheté une réplique qui est déjà montée avec ça, vous avez les MOSFET. Alors les MOSFET, qu'est-ce que c'est? À la base, les MOSFET, c'est juste une toute petite montage électronique qui permet d'éviter les arcs électriques sur votre contacteur. Les tout premiers MOSFET, c'est des mecs qui faisaient ça dans leur garage. Ils achetaient 3 pièces sur Radiosphere, ils se montaient un petit MOSFET juste pour éviter les arcs électriques. Maintenant, les MOSFET, c'est programmable avec le téléphone, via Bluetooth. Il y a des modes de tir, l'active braking, le pré-cooking, le machin, le truc intelligent, le bidule. Lancer le café. Voilà, maintenant c'est un petit ordinateur qui est à l'intérieur de votre réplique et ça vous permet d'avoir plein de fonctionnalités, etc. Il y a plein de modèles différents, certains qui sont propriétaires en fonction des marques, par exemple G&G fait leur ETU, Ares fait le EFCS. Chacun a un fonctionnement différent, plus ou moins réglable, etc. Mais globalement, on en ressort deux grands connus dans le monde des MOSFET, c'est ceux qui font des MOSFET optiques. Donc on a le Titan de chez Gate et le Aster, qui est le petit frère du Titan, et tout ce qui est Perun. Alors Perun, il me semble pas que ça soit optique. Je sais plus si c'est avec un aimant ou... Bref, c'est les deux grands fabricants de MOSFET, qui sont tous les deux polonais d'ailleurs, je crois. Tout le monde connaît le Titan. C'est le plus haut de gamme, c'est le plus cher pour une version expert avec toutes les fonctionnalités. Il y en a bien pour 180 €. C'est des très bons MOSFET, mais moi je leur préfère les Perun, qui pour 100 balles font tout aussi bien, avec peut-être un peu moins de fonctionnalités. On peut pas le régler depuis le téléphone. Il faut faire ça avec une détente et un sélecteur de tir. Oh là là. Oh, mince alors. Attention, les premières générations de Titan, tu ne pouvais pas les régler avec ton téléphone. Non, les premières générations, tu pouvais pas, c'était une carte. J'en ai une vieille. Quand je dis une vieille, ça doit être 2018. Celle-là, j'étais obligé de la connecter sur mon PC pour pouvoir la reprogrammer. Avec la fameuse application dont tu parlais dans l'épisode 2. Moi, j'ai un Titan sur une de mes répliques qui traîne et j'ai le câble, là, on peut le brancher au téléphone avec l'appli Gate, celle dont on parlait dans le podcast pour vérifier les joules, les grammages, les vitesses, etc., qui est très pratique. En attendant, moi, je préfère le Perun, qui est plus classique, plus rudimentaire, qui propose tout autant de fonctionnalités, mais faut le régler à la main, on va dire. Le Perun, il a une grosse force, selon moi. Déjà, il a une fonction de débrayage de gearbox. Alors ça, c'est fabuleux. Il suffit de rester la détente appuyée. Le MOSFET va calculer la course du piston et le relâcher exactement à 0. Et je trouve ça incroyable. Et je trouve ça extrêmement dommage que Gate n'ait pas encore fait ça sur leur Titan.
Autre chose, la force des Perun selon moi, outre son prix, c'est ce qu'on appelle le clicker. C'est un petit module qui peut se mettre à l'intérieur. Alors pour l'instant, il n'existe que pour les V2, mais il y a la version V3 qui va bientôt sortir. Oui, Oui, qui vous permet de vous donner un feeling de détente réaliste dans un MOSFET optique ou magnétique. Je sais plus s'il est magnétique ou optique. il existe la version optique, Ok. et il y a une version hybride qui est optique et magnétique. D'accord. Donc, le petit clicker, c'est un petit module qui se fout sur le MOSFET, entre le MOSFET et la détente, et qui vous permet d'avoir une sensation de détente mécanique qui imite un petit peu la sensation d'une vraie détente. Honnêtement, ça n'a pas du tout la sensation d'une vraie détente, mais ça a une petite résistance, c'est cool quand même, ça a un petit feeling dedans. Tout ça dans un MOSFET optique, parce qu'il faut savoir qu'un MOSFET optique, étant donné qu'il n'y a plus aucune pièce mécanique, la détente, c'est tout mou, hein. Il y a une course de détente, c'est jusqu'à ce que la détente elle arrive en butée sur votre gearbox, c'est tout mou, il n'y a aucun feeling dedans. Là, il y a un feeling, c'est très sympa. Du coup, je recommande très fortement les Perun, qui sont compatibles avec les moteurs brushless, à une seule condition, c'est qu'il faut le régler avant de brancher le moteur brushless. Les moteurs brushless, ils ont généralement une petite puce à l'intérieur qui leur donne des fonctionnalités. Un moteur brushless aura d'origine l'active braking et aura d'origine la protection de batterie, par exemple. Sur un Perun, d'origine, il y a les deux aussi. Donc, si vous branchez votre brushless à votre Perun et que vous mettez ça dans votre réplique, il va bégayer un petit peu parce que il a deux fois la même fonctionnalité et parfois, ça peut vraiment foutre la merde. Donc, ce que vous faites, c'est que vous branchez un moteur tout à fait classique. Pas besoin de le mettre dans la réplique ou quoi, hein, juste vous le branchez au bout de votre Perun. Vous faites vos réglages, c'est-à-dire désactiver l'active braking, désactiver le pré-cooking et désactiver la protection de batterie. Vous changez votre moteur, vous mettez votre brushless et tout va bien. J'ai fait ça sur une réplique, ça fonctionne, il n'y a pas trop de soucis. On va passer à la batterie, qui est un élément extrêmement important de votre réplique aussi. Chaque réplique va se comporter différemment par rapport à ce que vous mettez dedans. Il y a des répliques qui préfèrent la 11.1, il y a des répliques qui préfèrent la 7.4. J'ai une réplique, par exemple, c'est une Lonex Recoil Shock. Dedans, il y a quand même pas mal de bordel, en termes de masse en acier, etc. Je n'ai aucune 7.4 et qui est capable de la faire tourner correctement. Et pourtant, je l'ai démontée, j'ai vérifié que tout tournait comme il fallait, etc. Juste la mécanique est trop lourde pour une 7.4. Donc, cette réplique-là, il lui faudra une 11.1. Il y a d'autres répliques qui préfèrent de la 7.4. À partir du moment où vous mettez de la 11.1, ça commence à faire de double tap, à couiner un petit peu. Donc ça encore, il faudra tester. Sur une batterie, il y a 3 valeurs à prendre en compte. Moi, je parle des LiPo, hein. Il y a le voltage, donc 7.4 ou 11.1. Dans les LiFePo, il y a 9.9 aussi. Vous avez ce qu'on appelle les C, c'est le taux de décharge. C'est à quel point votre batterie va relâcher de l'énergie à chaque fois que vous lui en demandez. Plus ce taux-là va être haut, plus ça va être violent, plus votre batterie va envoyer le jus et plus théoriquement vous allez avoir de patates en fait. Attention sur les C. Logiquement, d'après ce que j'en comprends, tu vas peut-être me corriger, hein. Vu que c'est le moteur qui demande, logiquement, tu peux pas avoir trop de C. Honnêtement, je sais pas vraiment parce que j'ai des batteries qui ont des C différents et j'ai jamais trop vu la différence. Je donne une expérience, hein. Parce que là, j'ai une batterie 50C. On a fait un test sur une gearbox ATM, les dernières qui sont sorties, Oui. avec un moteur brushless 52K et une batterie 50C. Bon, bah, autant vous dire que ça a fait un short stroke naturel. Ouais. Si vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est de la soupe d'engrenage à l'intérieur. D'ailleurs, il me semble que sur le site, il y a une mention, grâce à moi, de ne pas utiliser les moteurs brushless avec leur gearbox. D'accord. Je connais un des mecs de l'atelier de là-bas. J'ai donné un retour et du coup, il m'a dit, on mettra la mention. Je pense que au final, d'expérience, la valeur la plus importante à regarder, c'est l'ampérage en fait. L'ampérage, on n'en parle pas, tout le monde parle de volts, comme dans les films, 12 000 volts. L'ampérage, c'est extrêmement important. Déjà, ce qui va donner de la durée de vie à votre batterie. Une batterie avec un faible ampérage. Je prends des toutes petites batteries, celles qui se mettent dans les pecs, elles ont généralement 800 mAh. On va pas se mentir, ça tient pas longtemps. Alors que vous prenez une espèce de gros bloc à 5000 mAh, là, vous faites largement 2 jours. L'ampérage, mine de rien, c'est pas juste ça. Plus votre ampérage va être haut, plus votre batterie va avoir de la pêche. C'est marrant parce que un jour, je suis allé chez Homer, ce bon vieux Homer, et il avait acheté une batterie trop grosse pour la crosse de la réplique qu'il était en train de se monter. Et il m'a dit, tu la veux? Je lui ai dit, bah ouais, je vais la prendre. Et c'est une batterie qui a un 7V4, 5000 mAh. C'est quand même énorme. C'est des batteries qu'on trouve pas partout. Elle rentre à peine dans une crosse de M16, si vous voulez savoir à peu près le parpaing que c'est. Sachez qu'elle a autant de patates, le cycle est aussi rapide qu'une 11.1 1100 mAh. Alors que le voltage est en 7.4 parce que l'ampérage est énorme. Donc l'ampérage a aussi une incidence sur la puissance de votre batterie, le cycle que vous allez avoir en fonction de l'énergie que vous donnez à votre réplique. Du coup, sur le build de la RPK 16, qui est passé par des essais-erreurs, c'est un collègue qui veut ne plus recharger. Recharger des batteries ou des chargeurs dans sa vie, c'est un problème. Donc là, on est parti sur une batterie 3000 mAh 50C et un moteur brushless. Donc autant te dire que le type, il va recharger une fois par an. Mais à mon avis, ça va être rigolo. Le truc, c'est que j'avais lancé le moteur brushless sur une gearbox ATM, et c'est pour ça qu'on est parti sur un build full renforcé.
c'est que s'il n'y a pas ce qu'il faut à l'intérieur de la gearbox, ça devient vite une soupe d'engrenage. Hein. Elles ont l'air résistantes, elles ont l'air pas mal ces gearbox ATM, mais mettez-y un moteur SHS. Quoi. Oui, Ils mettaient pas le moteur le plus puissant de chez Warhead. c'est clair. Est-ce que tu aurais des marques de batteries à conseiller? De mon côté, j'ai des batteries Nuproll, j'en ai 3 que j'ai depuis 8 ans, mais sachant que pendant 4 ans, je jouais tous les week-ends. D'accord. Et je ne les ai jamais changées au cours de la partie. Donc Nuproll, c'est une marque que je recommande. Alors oui, j'ai des marques à recommander. Si vous êtes une licorne hein, et que vous arrivez à mettre la main sur des Energy Airsoft, alors là, déjà je sais pas comment vous faites, mais les batteries Energy Airsoft, c'est une dinguerie. Pour moi, c'est vraiment les meilleures batteries qui ont jamais été faites. Elles sont introuvables maintenant. J'en ai une qui est très vieille hein, que j'ai chez moi et pareil, increvable. Hein, franchement, elle marche super bien. Les ATM sont très corrects. Attention à la génération. Je sais qu'il y a eu un batch qui était pourri. Regardez quand vous achetez votre batterie ATM les commentaires sur Airsoft Entrepôt du coup parce que je sais qu'il y a un batch qui a été bien à chier. Mais globalement j'ai plusieurs ATM, j'ai pas eu trop de problèmes avec. Il y en a qu'une seule que j'ai eue qui était un petit peu rincée, on va pas se mentir. Pour le prix c'était pas mal quand même. J'ai utilisé des Gens Ace, aucun problème pour l'instant. Et sinon moi celle que j'aime bien c'est les e-Power. Je crois que ça se trouve sur Power 6. Honnêtement, j'ai jamais eu de problème avec ces batteries. Je les utilise maintenant depuis quelques années et franchement, j'en ai aucune pour l'instant qui a gonflé ou qui délivre pas ou quoi que ce soit. J'ai aussi testé la marque Titan. C'est des batteries qui sont extrêmement chères. C'est pas des lipos, c'est des lions. C'est très bien, mais est-ce que ça vaut son prix? Je suis pas sûr. Ça apporte pas beaucoup plus qu'une lipo classique. Ça a l'avantage, si vous avez peur, si vous avez déjà eu des accidents avec des lipos qui ont pris feu, parce que oui, une lipo ça peut prendre feu. Si vous avez peur de ça, sachez que les ions ne prennent pas feu. A priori, c'est des batteries qui ne s'abîment pas quand on les laisse décharger, parce qu'il ne faut jamais laisser une lipo. C'est ça qui fait aussi son prix. La sécurité a un coût. C'est des batteries qui sont beaucoup plus safe que des lipos. Mais en termes de performance, honnêtement, c'est kiff-kiff. Je fais un tout petit rallonge sur les lipos. Le plus important dans la lipo, c'est pas la lipo, c'est son chargeur. Si vous avez des batteries lipo, achetez des bons chargeurs. Je peux parler du IMAX B6. Alors, il faut savoir que le IMAX B6, c'est un modèle qui fait partie de toute une famille. C'est un truc qui existe depuis très longtemps dans le modélisme et c'est quelque chose d'open source. Donc, si vous savez pas ce que ça veut dire open source, petite recherche sur Google. C'est un truc qui existe depuis très longtemps, qui a été fabriqué par énormément de fabricants différents, tout simplement parce que c'est accessible à tout le monde. Vous pouvez même choper les plans vous-même sur Internet et vous le fabriquer. C'est un chargeur qui a la particularité de charger par la prise de chargement, pas la prise blanche du coup, et de faire l'équilibrage en même temps par la petite prise blanche. Contrairement aux chargeurs de merde qu'on achète dans le commerce ou qui sont vendus parfois avec les répliques, hein, qui se chargent par la petite prise blanche qui n'est absolument pas faite pour ça. Donc, quand vous achetez vos lipos, achetez un bon chargeur. Achetez un IMAX B6, vous pouvez trouver sur Amazon sous d'autres noms. J'en ai un autre qui fait bien le taf aussi, qui est le chargeur multifonction digitale d'ASG. D'accord. Il fait tout le type de batterie. LiP, LiFo, NiMH, L'ion, plomb aussi. Tu règles sa charge, tu peux choisir l'ampérage, tu peux aller à 0,01 jusqu'à 1 ampère pour le charger plus ou moins vite. Suivant les modes que tu programmes à l'intérieur, tu peux aussi assurer l'équilibrage de tes batteries. Pour garantir la durée de vie de mes batteries, je charge à 0,2 ampères. Donc j'ai une charge qui est longue, qui des fois peut me prendre 2 heures avec l'équilibrage, mais au moins je sais que ma batterie va durer dans le temps. C'est exactement le même principe que l'IMAX B6. Je sais qu'il y a les Protronic AP6 faits par A2 Pro qui ont le même principe avec une prise d'équilibrage et une prise machin. Le conseil, c'est n'achetez pas un chargeur de merde. Ne lésinez pas là-dessus. Ce qui m'amène donc à la conclusion de ces 2 épisodes. Tout ça pour vous dire un dernier truc, c'est que si vous mettez de l'argent dans votre gearbox, si vous montez une belle réplique, si vous donnez un maximum d'efforts pour avoir quelque chose qui tourne bien, ne lui donnez pas de la merde à manger. Les billes, c'est hyper important. Si vous avez une belle réplique avec des pièces de haute qualité, prenez des billes de bonne qualité. N'allez pas mettre des billes de merde et vous étonner de pourquoi ça tire pas bien, pourquoi ça bourre, pourquoi mon joint au peuple il est déchiré. Recommandation de billes, BLS. Honnêtement, vous n'avez pas besoin d'aller chercher plus loin. Ça se trouve partout. C'est pas excessivement cher. Ça fonctionne extrêmement bien. C'est un très bon conseil que tu donnes là, Kurma. Certes, les BLS sont plus chers que les ATM, mais là-dessus, la qualité a un prix. J'ai utilisé à un moment des billes ATM. Je trouvais que j'avais un problème de groupement. J'avais une dispersion qui était beaucoup plus élevée. Le collègue qui était à côté de moi ce jour-là, Pieuvre, m'a dit c'est simple, il y a des problèmes sur les billes ATM, prends-les dans ta main et regarde le dégradé de couleur. Et effectivement, quand je les ai mises dans ma main, j'ai constaté qu'il y en avait qui étaient beaucoup plus blanches que d'autres et d'autres beaucoup plus grises. Ce qui traduisait une inégalité de matière. Et justement, j'allais dire ATM, quand c'est sorti, tout le monde ne jurait que par les ATM. Ça a bien changé. Les ATM, n'en achetez plus. C'est aussi simple que ça. Moi, je suis en train de finir les derniers paquets qui me restent et j'utilise dans mon PA. Les ATM, ça m'est arrivé de sortir des billes du paquet. Justement, c'était à la GR. J'étais juste à côté de Pieuvre quand ça m'est arrivé. J'ai sorti une bille. On aurait dit une pépite de chocolat. Ah ouais? Et toute
piquetée, toute irrégulière, avec une grosse trace de moulage dessus. ATM, c'est plus ce que c'était. Évitez vraiment à tout prix les billes ATM. Peut-être qu'un jour, ils se sortiront les doigts et ils referont des billes de bonne qualité. Je sais qu'ATM, au départ, c'était plutôt de bonne qualité. Maintenant, n'achetez plus ça. BLS, c'est très bien. Ouais, ben là, ça marche bien, c'est reconnu. Et si vous utilisez de la 0,25, je vois que sur certains sites, il y a des sachets de 25 kilos, si vous voulez pas vous embêter. Oui. Faut juste bien le stocker, ton paquet de 25 kilos après. Ouais, c'est clair. Donc, on récap et pète. Les pièces en plastique, c'est bien. N'en déplaise aux gens qui ne jurent que par le métal. Jouer en pup, je conseille Maple Leaf, Prometheus. Prometheus, ça rentre plus souvent dans une majorité de répliques, mais si jamais votre réplique prend un Maple Leaf, franchement, Maple Leaf, c'est très bien. Le canon bien usiné. Pas besoin de prendre spécifiquement un truc ultra serré, style 601, etc. Canon bien usiné, c'est bien. Je recommande la marque Lambda, par exemple. Pas besoin de mettre des 100 et des 1000 dans un canon, hein, vraiment pas. Je devrais pas relancer un débat pendant un résumé, mais les PDI, quand même, PDI c'est bien, mais honnêtement, vous n'avez pas envie de mettre autant d'argent dans un PDI, ça vous donnera pas des perfs incroyablement supérieurs non plus. les perfs sont bonnes, mais le rapport qualité-prix est pas bon. Exactement. Bloc au peuple plastique, moi j'adore les blocs au peuple plastique, mais après, si jamais vous avez un bon combo avec un peuple max, ça peut passer. C'est 90 € le bloc au peuple, je précise, au cas où, il faut être sûr. Nozzle, la bonne longueur, avec un O-ring. Tête de cylindre, il faut qu'elle soit bien ajustée dans la gearbox, qu'elle touche bien les bords de la gearbox. Slong, je recommande. Et pas avec un joint devant le... On évite les joints sur la face de la tête de cylindre, tout ce qui peut créer un écart entre la gearbox et la tête de cylindre. Piston, tête de piston, il suffit que ça soit bien étanche. Là aussi, j'aime le plastique. Piston d'arme métal quand même, je recommande le piston d'arme métal. Regardez sur internet comment faire des calages d'AOE. Je pense probablement que Bridos fera un tuto là-dessus. Regardez son tuto à lui pour éviter de lire trop de conneries parce que l'AOE aussi c'est un sujet étrange dans l'airsoft. Donc l'AOE ça se fait avec des cales, pas avec des pads sur la tête de cylindre. Ceux qui mettent des pads sur la tête de cylindre, c'est des gens qui mangent des chatons dans des églises à minuit. Ressorts, j'ai tendance à préférer les ressorts longs et plus flexibles que les ressorts courts et méga durs. Engrenage, le shockstroke c'est magique, regardez comment faire, c'est vraiment pas mal. Je recommande la marque SHS. Sur les engrenages, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Le calage, allez vous renseigner, faites un bon calage, c'est très important. Regardez les vidéos de Bridos ou de certaines personnes sur internet, je pense à Negative Airsoft si vous supportez un anglais qui râle pendant 2 heures, ou J-Airsoft, j'aime bien ce mec, pas trop connu. Je conseille les Shim SHS, qui sont très bien pour une seule raison. Chaque taille est identifiable de manière différente, ils ont une forme et une couleur différente. D'accord. Les bearings ou bushing, moi je suis un grand fan des bushing, ça ne vous empêche pas d'utiliser des bearings. Si vous utilisez des bearings, je sais que FPS Software en fait des renforcés, qui ont des grosses boules dedans là, pour que ça casse pas en 2 secondes. Moi je préfère les bushing. Chacun voit comme il veut. Moteur SHS High Torque ou un brushless. Si vous allez dans le monde du brushless, c'est parce que vous êtes riche et ambitieux. SHS High Torque, sinon c'est le meilleur rapport qualité-prix selon moi. Si vous savez pas trop ce que vous faites sur les moteurs, partez sur des moteurs classiques. Le brushless, il y a une étude à faire. Voilà, le brushless c'est plus compliqué, c'est plus demandeur. Contacteur classique, c'est tout à fait bien si vous utilisez de la 7.4 et sinon, franchement, un Perun, j'adore ces MOSFET. Ils ont tapé juste quand ils ont fait ces trucs. C'est facile à installer, c'est pas trop cher, c'est moins cher que les Titans. Vous pouvez y aller les yeux fermés sur les Perun. Batterie adaptée à votre réplique. Prenez pas un truc faramineux si vous voulez pas faire un build vraiment très spécifique. Je recommande la marque ePower qui est très très bien. Je crois qu'on a fait le tour. On pourrait parler du guide ressort avec un roulement, mais qui est devenu assez courant. Le guide ressort avec roulement, en fait, il faut qu'il y ait au moins un roulement, soit sur la tête de piston, soit sur le guide ressort. Un seul sur les deux, ça suffit. Vous n'avez pas besoin de deux. Maintenant, la plupart des marques fournissent de toute façon les roulements, que ce soit à l'arrière ou à l'avant. Et dernière chose que j'allais oublier, mais qu'il ne faut surtout pas oublier, prenez pas des billes de merde. Parfait, merci pour ce petit tour d'horizon. Et effectivement, on vous conseille d'aller voir les vidéos de la communauté 595, dont la majorité des vidéos sont faites à l'heure actuelle par Bridos. L'avantage, c'est qu'il donne un support visuel qui vous permettra de mieux vous repérer, alors que nous, on est sur un format plutôt audio. Assez compliqué de démonter une gearbox et de vous guider là-dessus. Oui, Merci à vous en tout cas, et puis je vous dis à la prochaine. Bye. à la prochaine. À la prochaine.